Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour Olivier Douassège. Bonjour. Donc, je résume rapidement votre parcours et puis ensuite vous pourrez compléter si nécessaire. De toute façon, on aura des questions pour en parler plus précisément. Vous êtes le patron de l'Union Wallonne des entreprises, alias l'UWE pour les intimes, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Après une carrière de près de 30 ans en informatique, dans l'informatique, par exemple chez IBM, Défi Média, ou en tant qu'entrepreneur plus largement. Vous avez aussi créé un fonds de private equity et vous êtes président d'une fondation, d'une ASBL qui s'appelle 100 000 entrepreneurs en Belgique. Bon, peut-être pour commencer, déjà, est-ce que je me suis trompé? Et ensuite, en 3 mots, pour situer un peu le cadre pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le but de l'UWE et comment aide-t-elle ses 6 000 membres, je crois? D'accord. Alors, en fait, j'ai une formation d'informaticien. Donc, j'ai fait une licence et une maîtrise en informatique à l'université de Namur. À l'époque, ce qui était très intéressant dans ce parcours, c'est qu'il commençait par les candidatures, donc ce qu'on appelle maintenant le baccalauréat, en sciences économiques. Et puis, on bifurquait pour les 3 dernières années vers l'informatique pure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été pour moi extrêmement important pour la suite de ma carrière. C'est que je ne voulais absolument pas devenir un pur informaticien, un programmeur ou un spécialiste des bases de données ou des machines, je dirais. Mais j'ai toujours voulu voir quel était l'intérêt de l'informatique. Et à l'époque, quand j'ai commencé mes études en 1980, on ne parlait pas encore d'Internet, voir l'intérêt de l'informatique sur la vie des entreprises. Et donc, cette liaison entre l'économie d'entreprise et l'informatique est une constante, je dirais, dans ma carrière, dans ma recherche d'emploi et dans les différentes opportunités que j'ai eues dans celle-ci. J'ai d'ailleurs commencé directement après mes études et le détour par le service militaire, à travailler dans une spin-off de l'université de Namur, qui était basée à Versailles en France et qui travaillait dans le génie logiciel, qui avait été créé par un de mes professeurs. Le génie logiciel, c'est quoi? C'est comment on pouvait arriver à avoir des langages qui pouvaient automatiquement, au départ d'un langage naturel où les utilisateurs exprimaient leurs besoins, pouvoir générer automatiquement des programmes. C'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. Quand un utilisateur spécifie ce dont il a besoin, il n'arrive pas à l'exprimer convenablement, c'est mal interprété par le développeur et on va avoir un écart entre ce qu'on voulait et ce qu'on a comme résultat. Oui, c'est toujours un problème actuel. Voilà, exactement. Et donc, le génie logiciel, comme on appelle ça, le software engineering, était une réponse à ce sujet-là. Ça m'a permis aussi de découvrir, finalement, comme premier emploi, une start-up, une spin-off, comme on les appelle, puisque c'était une émanation de l'université de Namur, ce qui était évidemment extrêmement intéressant, mais qui m'a permis aussi de comprendre les frustrations des petites entreprises. On avait un excellent produit technologique. On passait toujours la rampe par rapport à des grands produits et on arrivait en shortlist dans des grands comptes. J'ai travaillé pour EDF, pour GDF, pour la SNCF, pour Veillon en Suisse, Glaverbell à l'époque en Belgique. Mais régulièrement, on perdait sur l'aspect, je dirais, solidité de l'entreprise, capitalisation de l'entreprise, etc. Et donc, c'était un peu frustrant. Et après un certain temps, je suis passé chez EY, qui, à l'époque, distribuait le produit KnowledgeWare, qui était un gros outil de génie logiciel. Donc, j'ai fait ça pendant un certain temps. Et puis, je suis passé dans les services, parce que ici, on vendait finalement, je dirais, principalement un programme. Et j'avais envie aussi de vendre des services. Et donc là, je suis passé dans différentes sociétés de services, Capgemini, Logica. Et puis, j'ai eu la chance d'être recruté par IBM pour lancer, en 1996, pour lancer IBM Wallonie. Ça n'existait pas encore, donc je suis devenu le directeur des services d'IBM en Wallonie. Et c'était l'époque
du passage à l'an 2000, du passage à l'euro, donc tous les challenges que ça avait au niveau informatique, mais aussi les débuts de l'Internet. Hein, on commençait à avoir des programmes dans les entreprises, des programmes de gestion, ce qu'on appelait l'e-business à ce moment-là. Et je l'ai en fait perçu comme une opportunité. Et donc, en 1999, j'ai décidé de mon plein gré de quitter cette belle place chez IBM pour créer ma propre société. Tout le monde m'a pris pour un fou, mon épouse en premier, en disant, mais enfin, tu quittes une belle place comme ça. Oui, puis à l'époque, les startups, c'était pas si courant. Ah, le mot n'existait pas. Hein. Oui, déjà, le mot n'existait pas. On y reviendra d'ailleurs, même en 2010, il n'existait quasiment pas. Mais donc là, on est en 99. Et je me lance avec une société qui s'appelait Definition, avec le IT en évidence, hein, Definition pour l'IT, et un slogan, The Essentials in e-Business. C'était l'idée de dire qu'est-ce qui est essentiel pour les entreprises avec ce qui était en train d'arriver avec Internet. Et je crée ça en 99, et dans le début des années 2000, on a l'éclatement de la bulle Internet, donc c'est pas évident. Je résiste, on se maintient et on continue d'exister. Et en fait, j'ai fait énormément de formations, de sensibilisation d'entreprises à l'impact d'Internet sur leur métier. Je vous coupe un peu, c'est ce qui vous a aidé à vous maintenir ? Oui. C'est ce qui m'a aidé à me maintenir, même si régulièrement, après les formations, les entrepreneurs venaient me dire, écoute Olivier, c'est très bien tout ce que tu dis, mais on a autre chose à faire, on n'est pas encore sûr qu'Internet, c'est bon pour nous, on n'en est peut-être pas convaincu, et on reviendra te trouver un jour. Et c'est ce qu'on appelle la notion de courbe d'adoption, hein, entre les adopteurs précoces et puis les suiveurs, et c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui pour moi, puisque je fais partie d'un groupe d'experts pour la 5G, pour la mise en place de la 5G en Wallonie, et qu'on voit aujourd'hui que certains disent oui, mais personne n'en veut dans les entreprises. Mais à l'époque, personne ne voulait non plus d'Internet dans les entreprises. Donc voilà, il y a cette notion de courbe d'adoption qui reste importante. Et puis je me suis rendu compte aussi que nos entreprises wallonnes faire de la stratégie comme je voulais le faire. Moi, je voulais plus avoir d'équipe de développement, de web design, etc. comme on avait chez IBM. Je voulais vraiment faire de la consultance. Je me suis rendu compte que c'était une erreur parce que parfois quand les entreprises disaient attends, moi la stratégie on verra dans quelques années. Maintenant, j'ai juste besoin d'une page web ou d'un mini site web, etc. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'essayer de me rapprocher d'une autre société qui s'appelait Immedia. Et donc on a fait, et là c'est un enseignement important dans ma carrière, plutôt que de fusionner en 2 temps, 3 mouvements, on a d'abord dit on va regarder si ça se passe bien entre nous. Et donc on a fait des fiançailles. On a fait des fiançailles qui ont duré 2 ans à peu près, des longues fiançailles, pour voir 3 choses. 1, si le marché trouvait intelligent notre rapprochement et le fait qu'on réponde à des appels d'offres ensemble et que la partie en amont, la stratégie, la réflexion, l'analyse, etc. Et puis 2, la partie aval, le développement, le design, etc. Deuxièmement, de regarder si nos équipes étaient capables de travailler ensemble. Et donc, on était toujours chacun dans nos bureaux, mais on se partageait des collaborateurs qui passaient de l'un à l'autre pour voir si il y avait une symbiose, voilà, entre les 2 équipes. Et surtout, 3e élément, eux, ils étaient 2, moi j'étais seul, pour voir si à 3, ça allait bien fonctionner. Et si on n'allait pas être 3 coqs sur le même fumier, comme on dit. Hein, et donc ça, c'est un point extrêmement important. Et ça, c'est un conseil que je donne toujours aussi aux jeunes qui démarrent une société, parfois à plusieurs et pas seuls, c'est regardez bien à la fois si vous allez bien vous entendre avec vos futurs collègues, mais aussi si vous êtes complémentaires. Et cette complémentarité, elle est extrêmement importante. Là, c'était parfait. Luc s'occupait de toute la production, Anne-Marie s'occupait principalement de ce qui était finance, RH, donc toutes les fonctions capitales, transversales, internes, et moi j'étais dehors. J'étais dehors pour faire du business, pour faire du networking, etc. Et ça m'a suivi, cet élément-là, dans toute ma carrière, hein, dans notre fonds d'investissement dont je vais reparler tout à l'heure, dans le choix des entreprises dans lesquelles on investissait. On voulait toujours que les fondateurs soient complémentaires. Et si on avait deux techniciens qui étaient des super doués pour développer leur programme, mais qu'il n'y en avait aucun qui osait mettre le pied dehors pour aller essayer de vendre son produit, mais ça sert à rien. Donc, il en faut un qui développe, il en faut un qui vende, etc. Il y a toujours besoin de cette complémentarité et donc des redondances de profil au niveau, je dirais, des fondateurs. C'est, à mon avis, un risque plutôt qu'une opportunité.
Et entre vous, comment est-ce que vous vous organisiez? Vous faisiez des réunions mensuelles? Plus que mensuelles, oui, je dirais, c'était quasiment journalière. Si c'était pas des réunions formelles, c'était au moins la tasse de café. Voilà. Mais c'était vraiment extrêmement important parce que on savait qu'on pouvait se faire confiance l'un à l'autre. Voilà. Moi, je savais que quand on avait gagné un projet, je pouvais, à part continuer à donner le ressenti du client en cours de projet, savoir que Luc s'occupait de la production et que il fallait pas. Voilà, c'est lui qui faisait le planning, etc. Et ça, vous vous êtes mis sur un coin de table et vous êtes dit, bon alors, comment est-ce qu'on répartit les tâches? Qui fait ça, ou ça s'est fait spontanément ou... Ça s'est fait spontanément. Alors maintenant, je dirais, Anne-Marie avait comme aussi un rôle parfois commercial, etc. Et on se partageait bien le travail. Mais c'était relativement spontané de par nos profils au départ. Voilà, il y en avait un qui détestait tout ce qui était networking, qui était vraiment un spécialiste un spécialiste du planning. Moi, tous les problèmes RH, etc., c'était pas ma tasse de thé. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dehors. Et ça avait un énorme avantage. On est arrivé les meilleures années à faire... on est monté jusqu'à plus de 20 personnes et on avait 2 millions de chiffres d'affaires. Ah oui. On n'avait pas de commerciaux. On n'a jamais eu un commercial dont c'était la fonction. Donc, tout se faisait par relationnel, par oui dire, etc. Et ça, c'était vraiment un point important. Donc, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et puis, en 2010, tout en continuant Défi Média, donc c'était devenu Défi Média, j'ai eu l'idée de créer un fonds d'investissement qui s'appelle Internet Attitude. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée-là? Parce que je me suis rendu compte, en fait, que beaucoup de startups, le mot commençait à peine à apparaître, beaucoup de jeunes qui se lançaient dans le domaine de l'Internet, qui se lançaient seuls, cherchaient de l'argent et n'en trouvaient pas facilement. Et donc c'était pas évident pour eux. Et moi j'avais pas mal de copains qui me disaient tiens au fond si un jour tu trouves une belle boîte dans laquelle on pourrait investir, tiens on serait intéressé. Et on s'est dit, finalement, à une dizaine de copains, pourquoi est-ce qu'on ne mutualise pas notre risque en mettant chacun un peu d'argent en commun et en partageant le risque et je vais trouver les dossiers dans lesquels il faut investir. Et puis, ça a très bien fonctionné. Donc, on avait levé 700 000 euros à une dizaine. Et puis, on s'est rendu compte que après un premier et un deuxième investissement, il y avait déjà plus beaucoup d'argent, que donc le risque était important parce que finalement, il était sur deux dossiers. Donc, on voyait qu'on avait d'autres dossiers qui arrivaient. Et surtout, on voyait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées à rentrer dans le fonds. Et donc, mes copains m'ont donné, je dirais, la mission de professionnaliser ce fonds et d'en faire vraiment un fonds structuré. Donc, ce que j'ai fait en parallèle de Défi Média. Et ça a été un succès puisqu'on est arrivé à lever 10 millions d'euros auprès de 101 personnes. C'est pas les 101 dalmatiens, mais on est 101 associés dans ce fonds. Et donc, ce fonds existe toujours. Il n'est plus en phase je dirais, de prise de participation dans des startups, puisqu'on avait donné un objectif de terminer en 2020, parce que quand un investisseur privé investit, il a envie de savoir quand il va sortir. Et donc, on est en phase d'exit pour le moment. On a pris un peu de retard parce que c'est toujours la même chose. Les entreprises ne respectent pas à 100% leur business plan de rêve. Oui. Et donc, ça prend un peu de retard par rapport aux espérances d'exit qu'on avait. La Covid n'a évidemment pas arrangé les choses. Et ici, je pense qu'on espère terminer maintenant définitivement 2023 si tout va bien. Et donc, ça aura été une belle expérience. C'était aussi un projet qui avait une philosophie un peu sociétale, à côté du fait finalement de gagner de l'argent, enfin d'espérer en gagner, ce qui est toujours le cas dans le capital à risque. Cet objectif sociétal, il était triple. C'était de créer de l'emploi local. Donc de contribuer au développement de l'écosystème belge. On a aussi investi dans quelques sociétés en France, mais il y avait quand même cette notion de local qui était importante. Un objectif pour la plupart des associés qui n'y connaissaient rien dans Internet. On était une dizaine à être un peu les spécialistes, mais les autres n'y connaissaient rien. C'était pour eux d'apprendre. Et donc, quelque part, il y avait cette notion, on apprend l'impact d'Internet sur différents secteurs. Troisième objectif, puisque la plupart des gens qui ont investi à l'époque, en 2010, avaient des enfants qui rentraient à l'université ou qui sortaient de l'université. C'était un peu cette tranche d'âge-là. L'objectif, c'était aussi de former
leurs enfants, notamment à l'entrepreneuriat, de les éveiller à ça, au fait qu'on peut créer son entreprise. Et c'était vraiment un objectif qu'on a toujours respecté. Chaque fois qu'on avait un dossier qui passait devant les associés pour décision d'investir ou pas, tous les enfants ados étaient invités. Et donc, ils venaient voir des jeunes qui créaient, ça leur donnait probablement régulièrement le goût d'entreprendre. Je me rappellerai toute ma vie les yeux émerveillés de certains venant me dire à la fin « Ouais, c'est génial, ça vaut plus que X cours d'université, etc. Tu nous donnes le goût d'entreprendre. On voit que des jeunes qui ont notre âge ou qui ont notre diplôme, quelques années plus tard, créent une boîte. » Et ils pouvaient le suivre parce qu'on faisait régulièrement des visites avec les entreprises quelques années plus tard pour voir ce qu'elles étaient devenues. Et ça, c'est un point important. Et alors, philosophiquement aussi, on avait décidé que chaque entreprise dans laquelle on investissait, on allait lui donner un jour d'accompagnement gratuit par mois. Alors, c'était pas 100% gratuit puisqu'on avait la naïveté de croire qu'en les accompagnant, elles seraient meilleures et que donc elles vaudraient plus à la sortie. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais valorisé en faisant payer les jours ou en faisant ce qu'on appelle du sweat equity, c'est-à-dire des actions en échange de brain plutôt que de cash. Une forme de mentoring. Une forme de mentoring, tout à fait. Et donc, ce fonds, existe toujours. Et puis, parallèlement à Défi Média et à Internet Attitude, j'ai aussi décidé de commencer à faire du coaching pour le Venture Lab, qui était le premier incubateur étudiant-entrepreneur en Wallonie. Et ça a été une expérience formidable. Au début, j'avais dit au fondateur, je te donne un coup de main une fois de temps en temps. Et puis finalement, j'ai été jusqu'à faire 2 jours semaine là-bas. Et ça, c'était vraiment une expérience extraordinaire que je recommande à tous les jeunes qui sont encore à l'université ou dans une haute école, voire même encore dans l'enseignement secondaire. J'en ai eu quelques-uns de l'enseignement secondaire. C'est de pouvoir créer leur première entreprise pendant qu'ils sont encore sur les bancs de l'école. C'est une expérience extraordinaire, c'est de ce que j'appelle de l'alternance en entrepreneuriat et d'avoir cette chance aujourd'hui de se faire accompagner. C'est quand même une évolution forte. Moi qui ai créé ma boîte en 1999, ma première société, j'étais tout seul au début pour décider en termes de recrutement, en termes d'investissement, etc. Aujourd'hui, quand on voit tout l'écosystème d'accompagnement des jeunes qui s'est mis en place, c'est vraiment une évolution forte, je dirais, de la politique économique de la plupart des pays dans le monde, d'avoir mis cela en place et vraiment pour les jeunes d'avoir tout ce coaching, cet accompagnement et cette possibilité pendant leur cours d'être reconnu comme un étudiant entrepreneur, statut de reconnaissance qui est à la fois celui donné par la haute école ou l'université en termes de programme de cours, mais qui est aussi un statut qui est reconnu par l'État au niveau fiscal, au niveau des allocations familiales et autres. Donc, c'est vraiment extraordinaire et il faut continuer à développer ce mécanisme-là. Et donc, j'ai fait tout ça pendant un certain temps, 1 an et demi, 2 ans pour le Venture Lab. Parallèlement à ça, depuis que j'avais créé ma société, donc depuis le début des années 2000, j'avais eu la chance d'être pris comme administrateur de l'Union Wallonne des entreprises. Et je me suis passionné justement par l'économie wallonne et justement le développement de nos entreprises en Wallonie. Et donc, je me suis beaucoup investi pour l'Union Wallonne des entreprises, mais tout ça, comme pour tous les administrateurs, c'était du bénévolat. Au fur et à mesure des années, j'ai fini par devenir vice-président et puis premier vice-président. Et puis, il fallait en donner, en 2016, penser à remplacer le CEO, Vincent Rutter, qui allait partir à la pension en 2017. Et puis, je me suis dit, au fond, pourquoi pas moi ? Et donc, je me suis dit, je suis arrivé à un certain âge, une certaine expérience où c'est peut-être le moment de changer. Défi Média, on avait revendu au fur et à mesure partiellement nos actions à une société beaucoup plus grosse. Internet Attitude, je savais qu'elle allait avoir une fin. Le Venture Lab, c'est très sympa, mais c'est pas ça qui allait m'occuper en temps plein pour les X 12-13 années qui me restaient à ce moment-là dans ma carrière. Donc, j'ai décidé de postuler. Le processus de recrutement a pris plus d'1 an. C'était assez, je dirais, tendu, attendre pendant 1 an avant que le processus ne se termine. Il y avait une 50aine de candidats au départ, et puis la shortlist s'est rétrécie au fur et à mesure. Et en juin 2017, j'ai été choisi finalement pour entrer en fonction le 1er septembre 2017, donc à la tête comme administrateur délégué et directeur général de l'Union Wallonne des entreprises. Qu'est-ce qui a fait que c'est vous qui avez été choisi ?
Oh, mais écoutez, ça, je pense qu'il y avait plusieurs éléments. Il y avait à la fois le fait que je connaissais bien l'Union wallonne des entreprises pour y avoir été justement actif au sein du CA depuis très longtemps. Le fait que je connaissais très bien tout l'écosystème wallon, que j'avais pratiqué notamment dans le cadre de mon networking, puisqu'avec Défi-Média, par exemple, on avait énormément de relations avec l'administration wallonne et avec le monde politique wallon, parce qu'on développait une bonne partie des sites institutionnels de la région wallonne ou de différentes de ces institutions financières ou autres, donc les parastataux. Donc j'avais une bonne connaissance à ce niveau-là. Par l'Union wallonne des entreprises, j'avais obtenu, l'Union wallonne me donnait certains mandats où je représentais les entrepreneurs au sein de différents organismes wallons d'animation économique et autres. Donc j'étais aussi, je dirais, dans les conseils d'administration de quelques institutions, l'Agence pour l'entreprise et l'innovation, l'Agence du numérique, etc. Je pense que ce qui a aussi fait pencher la balance pour moi, c'est justement ma connaissance du monde digital. Et notamment de la communication, parce que Défi-Média finalement est une agence web, mais donc qui faisait de la communication, pas seulement par le site web, mais aussi par les réseaux sociaux, etc. Donc j'amenais, je dirais, une certaine modernité dans la communication, mais aussi je ne venais pas d'un secteur vertical, la chimie ou la construction, mais de quelque chose qui est évidemment transversal, c'est le digital qui est évidemment qui a un impact important multisectoriel. Et alors, il y avait certainement cette notion de communication. Et un dernier point, je pense, qui a dû probablement faire la différence, c'est que je venais justement du monde... D'abord, j'étais un entrepreneur, mais un entrepreneur de PME qui avait créé une PME, puis un fonds d'investissement, et qui avait aussi coaché des jeunes startups. Donc voilà, par rapport à l'Union wallonne, qui avait peut-être un peu l'image de ne s'occuper que des grandes entreprises, ce qui n'est pas vrai, puisque l'Union wallonne des entreprises représente les 78 000 entreprises de Wallonie, de la boîte de un employé jusqu'à la plus grande qui est en Wallonie à 9 000 employés. Donc on les représente toutes. Et un de mes boulots, c'est justement de montrer qu'on les représente toutes et qu'on ne représente pas seulement les grandes. Et du coup, au niveau Union wallonne, si je comprends bien, le but est de pouvoir parler au nom des entreprises, de les représenter au regard des différentes instances, des politiques. Comment est-ce qu'on fait pour être un peu, le patron des patrons, ou en tout cas le représentant des patrons? Comment réussir à faire en sorte de parler en leur nom? Il y a des enquêtes que vous faites, il doit y avoir quelque chose pour pouvoir être légitime. Oui, alors on a de toute façon un statut qui est légitimé. Donc on est une ASBL, totalement privée, qui est financé dans son métier de lobby par les cotisations de ses membres. Les membres étant principalement des fédérations sectorielles, donc on est une fédération de fédérations, donc 2/3 de nos cotisations nous viennent par des fédérations, celle de l'industrie technologique, celle de la chimie, biotechnologie, pharma, celle de l'agroalimentaire, celle de la construction, celle du commerce, etc., celle de l'industrie du verre, de l'emballage, du carton, bref, la plupart des fédérations sectorielles, mais aussi d'un certain nombre de membres qui viennent en direct. Mais on a un statut qui est reconnu par le gouvernement, c'est que nous sommes un des partenaires sociaux dans la concertation sociale, dans laquelle on retrouve d'un côté le banc syndical et de l'autre côté le banc patronal. Sur le banc patronal, il y a les représentants, je dirais, des indépendants. Il y a 2 représentants des indépendants, 2 organismes représentant les indépendants. Il y en a un qui représente le monde de l'agriculture, il y en a un qui représente le monde du secteur non marchand, et nous, l'Union wallonne des entreprises, qui représentons les entreprises de Wallonie. Donc, on a ce statut officiel qui fait que quand le gouvernement doit demander un avis aux partenaires sociaux, on sera automatiquement consulté via l'organisation qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, qui réunit ces partenaires. Maintenant, évidemment, on doit aussi faire en sorte qu'on n'attende pas que le gouvernement nous demande de temps en temps notre avis via cette interface, mais tout notre rôle consiste aussi à faire notre métier de lobby de manière proactive. Donc on n'attend pas que
je reçois ici, je sais pas moi, une dizaine de courriers de ministres par semaine qui me demandent mon avis sur tel ou tel point, sur ce qu'ils ont envie de décider, sur ce qu'ils ont envie de décréter, etc. Mais nous le faisons aussi de manière tout à fait proactive, en allant leur dire, attention, nos membres ne sont pas d'accord avec ça, voilà ce que nos membres souhaitent, et que ce soit avant les élections, où on remet vraiment un mémorandum avec toutes nos revendications, toutes nos demandes, etc. Puis après les élections, on participe aux négociations de la constitution du gouvernement, non pas sur le choix des partis, mais sur le choix du programme, ce qu'on appelle la déclaration de politique régionale, dans laquelle on espère qu'il y aura un maximum de mesures qu'on a préconisées, qui soient reprises et qui fassent partie de ce programme que la coalition gouvernementale va mettre en place pendant la législature qui arrive. Donc, on a vraiment participé aux négociations du contenu de ce que la majorité s'engage à faire pendant une législature. Donc, c'était des négociations très importantes après les dernières élections, évidemment, pour qu'un maximum de notre programme soit dedans. Et puis maintenant, de contrôler qu'il va bien être appliqué, que les propositions qui étaient dedans vont bien se faire. Maintenant, à côté de ça, il y a tous les imprévus qui arrivent, parce qu'il n'y a pas que le programme du gouvernement, il y a les directives européennes qui doivent être transcrites en droit belge ou en droit wallon et sur lequel il faut faire attention que ça se fasse dans un sens favorable pour les entreprises. Et puis, il y a des décisions qui peuvent être prises par le gouvernement sans être nécessairement dans la déclaration de politique régionale et à laquelle on doit veiller, ou c'est simplement aussi des points d'attention que l'on a parce que, typiquement, prenons le cas du Brexit, qui est évidemment quelque chose qui n'était pas dans la déclaration de politique régionale et qui est arrivé comme un coup de poing pour une bonne partie de nos entreprises et sur lequel on a dû batailler, évidemment, pour qu'il y ait des mesures. On ne pouvait pas nous faire quelque chose pour changer la décision, évidemment, UK ou la façon dont l'Europe allait réagir par rapport à ça, mais de mettre en place les mesures d'accompagnement, je dirais que ce soit en termes d'organisation, pour toute la logistique, etc., toutes les mesures douanières, toutes les mesures financières pour aider les entreprises qui subissent des pertes à cause de ça, pour les aider à se retourner et à trouver d'autres marchés. Alors, comment est-on légitime ? On est légitime, d'une part, parce que je suis entouré d'une excellente équipe de conseillers dans toutes les matières qui concernent l'entreprise, donc toutes les matières économiques, les matières fiscales, les matières budgétaires, puis les matières, tout ce qui est emploi, formation, enseignement. On travaille beaucoup sur le monde de l'enseignement parce qu'il y a une liaison forte, évidemment, entre le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise. On travaille aussi sur les matières d'aménagement du territoire, de mobilité, d'énergie, d'environnement. La problématique de l'environnement est clé, évidemment, pour les entreprises. Tous les permis de bâtir et autres, tous les permis de produire. Les matières énergétiques sont évidemment capitales dans la transformation, dans la transition énergétique que l'on vit actuellement, les accords de Paris, les gaz à effet de serre, etc. J'ai aussi un conseiller qui s'occupe de la responsabilité sociétale des entreprises. On s'occupe beaucoup des ODD, les objectifs de développement durable. On était SDG Voice l'année passée, donc ambassadeur pour les objectifs de développement durable, qui est aussi quelque chose qu'on essaie d'inculquer dans les entreprises. Et donc, on a un double rôle qui est à la fois ce rôle de lobby, mais aussi de faire la promotion de l'entreprise et du monde de l'entrepreneuriat. C'est un point important pour nous, notamment pour que les jeunes puissent, trouver des beaux jobs en Wallonie. C'est un point extrêmement important pour moi. Ça me fait mal de voir régulièrement des jeunes qui sortent d'une haute école ou d'une université, puis qui vont chercher directement du boulot à l'étranger parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas les entreprises qu'il faut en Wallonie, alors qu'on a des tas de formidables secteurs, notamment dans les biotechnologies, dans tout ce qui est scientifique. On voit aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de jeunes qui suivent une filière STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. On a vraiment une lacune à ce niveau-là, alors qu'ils peuvent trouver directement du boulot. Mais il y a aussi des métiers en pénurie, qui sont des métiers beaucoup moins qualifiés, les maçons, les ardoisiers, etc. Et là, on essaye aussi de faire en sorte de leur montrer qu'il y a vraiment aussi des belles entreprises qui recrutent en Wallonie dans ce domaine-là et qu'on doit sortir de ce problème où on a 110, 120 métiers en pénurie en Wallonie, alors qu'on a 30 000 emplois vacants. Alors, je vous coupe un tout petit peu. Si je comprends bien en creux à ce stade-ci, je fais juste un peu une digression, mais si j'imagine quelqu'un qui veut un peu se lancer et qui ne sait pas trop quels pourraient être les secteurs porteurs,
Je comprends en creux que le domaine ingénierie informatique et aussi le domaine plus construction sont des secteurs probablement porteurs en ce moment. Il y a des tas de secteurs porteurs dans lesquels on trouve personne. Hein. Donc j'ai cité tout ce qui était les biotechnologies et la construction, mais c'est vrai dans des tas d'autres domaines où il y a vraiment, il suffit d'aller voir le site du Forum et on verra la liste des métiers en pénurie où on est quasiment sûr de trouver un emploi. L'informatique, typiquement, les développeurs informatiques, c'est vraiment un métier. Les programmeurs, tout ça, ce sont aussi des métiers en pénurie. Mais c'est quand même paradoxal de voir qu'en Wallonie, on voyait encore un reportage au journal télévisé ce week-end-ci d'une société qui travaille dans la biotechnologie depuis très longtemps, qui est même soutenue par la fondation Bill Gates et qui cherche à recruter, qui a vraiment des difficultés. Et donc moi, ça me fait mal de voir ces sociétés qui, en général, vont recruter dans d'autres pays parce qu'elles ne trouvent pas chez les jeunes Wallons les ressources dont elles ont envie. Donc il y a vraiment des efforts à faire à ce niveau-là et c'est notre rôle aussi de sensibiliser à la fois le monde de l'enseignement pour stimuler ces parcours et en faire le marketing, et à nous aussi à en faire le marketing en disant mais si vous suivez ces filières-là, regardez les beaux jobs qu'il y a, d'où cette présidence de 100 000 de la SBL, 100 000 entrepreneurs dont vous parliez dans votre introduction, que j'ai prise, parce que j'estime que cette ASBL, 100 000 entrepreneurs Belgique, parce que c'est un modèle qui vient de France, a tout son sens, à savoir organiser des rencontres entre des entrepreneurs qui bénévolement évidemment viennent dans les classes pour susciter l'intérêt des jeunes, à la fois pour l'entrepreneuriat, mais aussi indirectement pour, je dirais, l'emploi, en disant, ben voilà, il y a des beaux jobs dans différents beaux secteurs. Maintenant, au niveau de l'Union Wallonne des entreprises, vous me disiez, mais d'où vient aussi votre légitimité? Donc, elle est à la fois officielle, elle vient aussi évidemment de la capacité et des compétences de mon équipe, oui. Mais elle vient aussi évidemment du fait que nous ne faisons que remonter les informations, les demandes, les revendications, les idées, parce que c'est pas toujours des revendications, c'est peut-être des bonnes idées aussi, auxquelles le gouvernement n'a pas pensé. On les fait remonter de la base de nos membres. Donc nous sommes en contact permanent avec nos membres via différents organes de décision officiels, un conseil des fédérations qui réunit donc nos fédérations sectorielles, un conseil d'administration, un conseil stratégique. Cette année-ci, je vais mettre en place aussi un conseil des jeunes pour faire justement entrer plus de jeunes dans nos organes de décision, mais aussi différents groupes de travail qui sont représentés, composés, je dirais, de dizaines de responsables d'entreprises dans différentes matières. On a un groupe de travail énergie, on a un groupe de travail aménagement du territoire, on a un groupe de travail fiscalité, ou un groupe de travail social dans lequel chaque fois une trentaine, une quarantaine d'entrepreneurs ou de représentants d'entreprises, parfois les spécialistes à l'intérieur d'une entreprise, viennent discuter de différentes réformes. Actuellement, nous sommes en train de proposer au gouvernement une réforme du paysage de la recherche. Notre GT Recherche, qui est composé d'une trentaine de responsables de la recherche dans des entreprises wallonnes, se réunit pour discuter de la meilleure façon dont on pourrait faire une proposition de réforme du paysage de la recherche. Donc on a vraiment une approche bottom-up, extrêmement importante. Et quand on va vers les autorités avec une proposition, elle est toujours, je dirais, validée. Circonstanciée. Oui, circonstanciée, ouais. Mais validée aussi par nos membres. Et donc, notre rôle est d'essayer d'avoir toujours le plus grand commun dénominateur. Parfois, c'est le plus petit, si nos membres ne sont pas d'accord entre eux, parce qu'en différents secteurs, il peut y avoir des approches différentes. L'intérêt pour ces membres qu'on existe, c'est qu'évidemment, le gouvernement, sur des matières transversales qui concernent plusieurs secteurs, va toujours s'adresser uniquement à nous et ne pas commencer à consulter 15, 20, 30 fédérations, mais plutôt dire, je demande à l'Union Wallonne et à l'Union Wallonne à revenir avec une position commune, plus grand ou plus petit dénominateur entre ses membres. Je vois le temps qui passe. Vous parliez tout à l'heure d'enseignement, donc de stimuler les bons secteurs. Et en même temps, de votre implication donc vis-à-vis de la formation, mais à titre personnel, vous, comment est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous vous formez en continu? Est-ce qu'il y a des livres que vous lisez? Est-ce qu'il y a des choses à recommander? Des bonnes pratiques peut-être? Une petite habitude quotidienne ou... Alors, il y a plusieurs points. Le premier, c'est évidemment être toujours au courant de tout ce qui se passe. Alors, c'est évidemment quelque chose d'absolument nécessaire dans mon cas, puisque j'ai le rôle de porte-parole de l'Union Wallonne des entreprises et que nous sommes donc très, très médiatisés.
J'ai certainement 4 ou 5 interviews par semaine, soit qui sont programmées de longue date parce que c'est des interviews plus thématiques et non liées à l'actualité, mais peut-être que cet après-midi, il y a un journaliste qui va m'appeler en me disant « tiens, finalement, quel est ton feedback par rapport à la grève d'hier ?» Oui, ou le plan de relance. Voilà, et hier matin, à 7h30 du matin, j'étais à Bruxelles, interviewé en direct par une chaîne par une chaîne belge. C'était pas du tout prévu le vendredi, c'est arrivé vendredi après-midi. Donc mon agenda il change tout le temps en fonction aussi de l'actualité et des demandes de la presse. On est très présent et c'était aussi une des volontés de ceux qui m'ont choisi, c'est de dire il faut être plus présent. Et je pense qu'on a aujourd'hui atteint cet objectif. On est vraiment reconnu comme l'interlocuteur qu'il faut interviewer quand il s'agit de l'économie wallonne du côté des entreprises. Et c'est évidemment un rôle important. Mais pour ça veut dire que je dois être tout le temps au courant de tout. Donc j'ai un collaborateur qui fait une revue de presse le matin, qui fait une 40aine de pages que j'essaye de digérer au fur et à mesure de la journée. 40 pages par jour. Oui, alors je sais pas lire tout, mais je peux voir au moins quels sont les thèmes et voilà. Mais c'est sûr que parfois, en général, les journalistes passent par mon attaché de presse avant de m'interviewer, mais de temps en temps, ils m'appellent en direct et il faut quand même je suis pas censé peut-être savoir qu'il y a eu telle décision qui a été prise 10 minutes avant, ou tel fait d'une entreprise qui a déclaré qu'elle allait faire une procédure de réorganisation judiciaire ou une procédure Renault, etc. Mais néanmoins, je dois être très fort au courant. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps à lire la presse et Internet a amené évidemment cette dynamique que l'information est en continu et pas seulement le matin avec les versions papier. C'est chronophage évidemment, mais c'est important. La deuxième chose, c'est que je lis beaucoup d'articles de fond aussi et beaucoup d'études. Ou en tout cas la façon dont elles ont été digérées par mes conseillers. Parfois, j'ai pas le temps de lire toutes les études, mais ils me font des résumés de ce qui est important dans telle matière, etc., puisque je dois toujours être à jour. Mes conseillers sont chacun dans une matière. Moi, quand je dois aller défendre quelque chose devant une commission, devant le Parlement ou à la télévision, je dois quand même avoir une connaissance suffisante dans tous les domaines. Et alors, un autre point auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est que j'ai toujours, depuis le début, enseigné. Ah oui. Et pour moi, enseigner, c'est une façon d'apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement ressourçant. J'ai beaucoup donné de cours à la fois, je dirais, à des entrepreneurs, à des adultes dans leur vie professionnelle, mais j'ai toujours tenu à côté de ça, parce que ça, je dirais, c'était aussi générateur de business pour moi. J'ai toujours tenu à continuer à donner cours à des étudiants parce que c'est extrêmement rafraîchissant, notamment par leur regard qui est parfois différent de celui qu'on peut avoir sur telle ou telle matière. Et donc, c'est pour ça que je dis on apprend en donnant cours, parce qu'on apprend à voir comment les autres réagissent avec leur prisme et notamment celui des jeunes. Et donc, j'ai moins l'opportunité de le faire aujourd'hui, mais j'ai encore un cours d'actualité économique que je donne à l'UC Louvain où je fais venir, et ça grâce à mon réseau, chaque fois un entrepreneur qui vient témoigner et où les jeunes doivent l'interroger par rapport à sa stratégie sur base d'une analyse qu'ils ont faite en regardant ce qu'ils pouvaient trouver sur le web, etc. Et donc ils vont challenger, je dirais, l'entrepreneur en disant mais tiens, pourquoi est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quel est l'impact de la crise Covid pour vous, etc. Et donc, c'est un partage d'expérience que j'anime dans ce cours-là. Mais chaque fois, j'apprends énormément de choses parce que je vois qu'ils viennent avec un regard différent sur telle ou telle entreprise, sur tel ou tel secteur. Donc ça, c'est vraiment pour moi aussi une façon de rester à la page. Parce qu'on ne peut pas, quand on enseigne, on ne peut pas être en retard. C'est sûr. Une petite question que j'aime bien. Si vous croisiez le Olivier jeune que vous étiez, vous le croisez dans la rue et vous avez l'occasion de prendre un café avec lui et de lui parler, de lui dire, bon, voilà, un peu les bons conseils que vous voudriez lui donner pour sa vie. Alors, les bons conseils que je lui donnerais, c'est certainement d'essayer de faire une carrière qui le passionne. Je pense qu'une des meilleures façons d'avoir une carrière réussie, c'est qu'elle soit passionnante et qu'on ne parte pas au boulot avec des pieds de plomb.
Et ça, c'est vraiment une chance que j'aurais eue, à quelques exceptions dans ma carrière, où il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Quand on est dans certaines sociétés, on n'aime pas son patron, on n'aime pas la stratégie de l'entreprise, on n'aime pas la façon dont c'est géré, etc. Puis à ce moment-là, on en tire les conclusions. Ou bien on reste et on avale la pilule, ou bien on décide de s'en aller. Mais quelque part, moi, c'est la passion qui m'anime. Je pense que rarement dans ma carrière, je suis parti vraiment avec des pieds de plomb ou avec le moral dans les talons en disant encore une journée de travail. Il y a vraiment cette idée de faire quelque chose, voilà, dont on a rêvé. C'est évident. La deuxième chose qui compte énormément, enfin que je donnerais comme conseil, c'est si vous avez l'opportunité un jour de créer votre entreprise ou votre emploi, faites-le. Et ça, je dirais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le plus beau métier du monde. C'est vraiment quelque chose qui est évident pour moi. Et je ne dis pas nécessairement créer une start-up qui va grandir, qui va devenir une scale-up dans laquelle on va engager beaucoup de personnes, etc. Et c'est un point qui m'a beaucoup marqué au Venture Lab. On prenait les jeunes, non pas pour leur projet, quand on décidait de les accompagner, mais pour leur profil, pour leur personnalité. Et ça m'a marqué de voir que des tas de jeunes étaient là, non pas pour créer une boîte qui allait devenir une grande boîte, une grande société, mais pour créer leur propre emploi. Et ça, c'est une évolution sociétale majeure. On va vers un monde où il y aura de moins en moins de salariés et de plus en plus d'indépendants. Ça correspond au profil des générations Y et Z aujourd'hui, qui veulent acheter leur indépendance, leur autonomie, leur propre emploi. D'où le fait d'ailleurs que quand elles rentrent dans des entreprises, elles ne supportent plus les entreprises avec des modèles super hiérarchiques, etc. L'Union wallonne des entreprises d'ailleurs sensibilise ses membres justement aux nouvelles méthodes de management collaboratif, participatif, etc. Avec moins de hiérarchie parce que c'est une tendance forte pour pouvoir, je dirais, recruter des jeunes aujourd'hui. Et donc, on va vers une évolution du monde de la relation du travail et du droit social d'ailleurs qui va dans ce sens-là. Je pense que dans 10 ans ou 15 ans, on aura probablement des modèles complètement hybride où quelqu'un aura un contrat d'employé pendant 2 jours par semaine et puis sera indépendant pendant 3 jours ou 4 jours par semaine, etc. Parce que c'est une philosophie que les nouvelles générations ont. Et ça, c'est vraiment un point important dont on doit tenir compte dans les entreprises, mais où je dis aux jeunes, voilà, achetez votre liberté. Et d'ailleurs, la crise, c'est vraiment un enseignement extrêmement important de la crise, c'est qu'elle a mis en lumière cette indépendance. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui, suite à la crise, soit dans des parcours de formation en alternance, demandent aussi à être formés à la gestion d'une entreprise en disant « moi, je veux plus devenir employé ». La crise m'a montré que je dépendais à ce moment-là d'un stabilisateur économique tel que le chômage pour cas de force majeure, alors que si j'étais indépendant, j'aurais pu continuer à travailler comme je voulais, évidemment dépendant des conditions sanitaires. Et on voit aussi dans les couveuses d'entreprises ici en Wallonie que beaucoup de gens qui étaient au chômage, plutôt que d'attendre que le Forum leur trouve un emploi, ont décidé de faire des parcours justement pour être capables de créer eux-mêmes leur propre structure et de devenir indépendants. Donc c'est une lame de fond, je pense, qui est en train d'arriver. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit en Belgique par Saskia Van Uffelen il y a quelques années, qui s'appelle « Tous patrons ». Dans l'idée que voilà, un jour peut-être chacun sera son propre patron, et ça va changer certainement beaucoup de choses dans les entreprises. L'autre conseil que je donnerais, c'est que si on décide de créer son entreprise, il faut le faire avec l'aval de son entourage. C'est évident que si les personnes qui vous entourent disent, mais voilà, si dans mon cas, par exemple, quand j'avais quitté IBM, ma famille ne m'avait pas soutenu en disant, enfin, t'es ridicule, pourquoi est-ce que tu as quitté IBM pour créer ta propre boîte, tu vas gagner beaucoup moins, ça va être beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus risqué, etc. Ben, à un moment donné, vous avez une pression sur vous qui fait que vous vous sentez pas soutenu, que vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, notamment si à un moment donné, ça devient peut-être un peu tendu au niveau financier, parce que il y a plus de risques que dans une fonction avec un salaire stable, et donc il y a cette notion, est-ce que je suis porté par mon entourage ou bien est-ce que mon entourage ne comprend pas? Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense que pour entreprendre, il faut être optimiste. Parce qu'on va avoir beaucoup de difficultés, si on les voit toujours du coin noir plutôt que du coin positif, c'est difficile, et il faut savoir travailler.
Je pense que c'est aussi un point important. Je suis ce qu'on appelle un alcoolique du travail. Je travaille beaucoup, j'ai toujours travaillé beaucoup, mais parce que je suis passionné. Pour moi, c'est jamais un problème de me remettre à travailler le soir après avoir mangé, de travailler parfois pendant le week-end. Et ça, je pense que c'est un point important. Donc, si je résume, il y a être passionné par ce qu'on fait. Et si on a l'opportunité de créer son job, peut-être même ne pas l'attendre l'opportunité, mais créer l'opportunité de créer son job, la prendre et alors dans ce cas faire en sorte d'être entouré et soutenu, rester optimiste et être prêt à travailler beaucoup. Mais Absolument. Si on est passionné, ça va. Absolument. Bon, on va se quitter sur ces mots. Vous êtes très pris, vous avez d'autres réunions, des visios et autres. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup pour ce partage. Je mettrai dans les commentaires le livre que vous avez cité et voilà. Ok, parfait. Merci, au revoir. Merci. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.